Bonjour à tous. Donc après un bref état des lieux des connaissances et des outils à disposition pour la maîtrise sanitaire de la production de lait cru, nous vous présenterons de premiers résultats d'un projet intitulé Amont-Saint-Nectaire et qui propose une démarche plus globale vers la maîtrise de la qualité microbiologique des laits. Alors la qualité microbiologique du lait, justement, sous-entend d'éliminer les pathogènes pour assurer la sécurité sanitaire des produits et également de sauvegarder les microbiotes des laits et des fromages dont l'utilité a été mise en évidence présentée par Eric précédemment pour assurer la qualité gustative des fromages, contribuer à leur valeur santé et à la protection contre les pathogènes. Alors, les professionnels et les pouvoirs publics peuvent s'appuyer pour mettre en œuvre la maîtrise sanitaire des laits crus sur les connaissances existantes sur les réservoirs des pathogènes dans les environnements de ferme. Donc, ce schéma illustre les voies de contamination de Listeria monocytogenes à la ferme. Il en ressort que depuis l'environnement, les principales voies de contamination de Listeria monocytogenes vers le lait se font via la surface des trayons et le matériel de traite. Un certain nombre d'études récentes complètent aussi ces éléments qui indiquent que les boues au pâturage sont un réservoir important de dissémination et de persistance des Escherichia coli et de salmonelle au niveau des pâturages, que le type de litière peut intervenir dans la prévalence ou les niveaux de flore indésirable, et également que le filtre à lait est un bon indicateur de la présence de Listeria monocytogenes et des steaks dans les exploitations. Alors, il existe donc des outils à disposition des professionnels s'appuyant sur les méthodes HACCP et sur un ensemble de guides de bonnes pratiques d'hygiène, dans lesquels figurent des recommandations pour la maîtrise des pathogènes au niveau de la production de lait et du stockage à la ferme, concernant les bonnes pratiques d'hygiène générale lors de la traite et dans les bâtiments, les conditions de logement des animaux, les conditions d'alimentation des animaux et leur santé. Mais ces recommandations visent quasi uniquement une maîtrise sanitaire de la qualité des laits. Alors pour aller de la maîtrise sanitaire vers une qualité plus générale, microbiologique, nous faisons un premier constat qui est que les pathogènes étudiés le sont généralement séparément et indépendamment des communautés microbiennes avec lesquelles ils interagissent. Par ailleurs, un certain nombre de connaissances existent dans la littérature sur les réservoirs de diversité microbienne pour les fromages, sur l'impact de diverses pratiques d'élevage et de traite sur les équilibres microbiens des laits, et également sur des liens entre la composition du microbiote des laits et la prévalence des pathogènes chez l'animal. De cet état-là ressort le besoin d'études plus holistiques et intégratives de manière à aborder la qualité microbiologique des laits dans un sens plus large. Et nous vous proposons pour illustrer cette démarche l'étude Amont-Saint-Nectaire. Donc cette étude a été menée entre 2017 et 2019. Elle s'intitule plus précisément « Qualification multifactorielle des systèmes de production de lait en AOP Saint-Nectaire fermier pour la maîtrise sanitaire ». Donc notre démarche dans cette étude a été de comparer différentes fermes en AOP Saint-Nectaire présentant des niveaux contrastés de maîtrise de la qualité sanitaire des laits et des fromages afin d'identifier des indicateurs microbiens, biotechniques et organisationnels associés à la prévalence des bactéries pathogènes. Donc, un échantillonnage de grande ampleur a été mis en œuvre sur 2 saisons et 7 types d'environnements de fermes différents sur 14 exploitations pour un total de 546 échantillons. Les communautés bactériennes et fongiques de ces 546 échantillons ont été caractérisées. Et également, dans ces échantillons ont été recherchés plusieurs pathogènes, salmonelle, listeria, STEC, les Staphylococcus coagulans plus, ainsi que Coxiella burnetii. Et puis un ensemble de diagnostics zootechniques et une approche sociologique ont également été mises en œuvre dans cette étude.
Alors, pour sélectionner les 14 exploitations qui ont participé à cette étude, le comité de pilotage s'est appuyé sur une base de données disponible à l'interprofession du Saint-Nectaire qui recense les résultats de suivi sanitaire des 198 exploitations de la filière entre 2011 et 2015. Donc, sur le schéma ci-dessous sont indiqués les 4 critères microbiologiques qui ont été retenus, donc Listeria monocytogenes, salmonelle, une fréquence de dépassement de seuil de Staphylococcus coagulase positive et une fréquence de dépassement de seuil de coliforme. Donc, à droite de ce schéma sont indiqués 4 et 3 exploitations faisant 7, composant la classe A qui a été retenue dans cette étude. Donc, ces exploitations ont été sélectionnées parmi celles qui n'ont présenté qu'occasionnellement un dépassement des seuils de coliforme ou de staphylocoque à coagulase positive sur la période de 2011 à 2015. À gauche du graphique, donc pour les 2 pathogènes Listeria et Salmonelle. Donc, concernant Listeria, 75 exploitations ont été concernées dans l'ensemble du suivi des données, représentant 0,54% des lots de fromage en blanc analysés. Et pour l'étude, nous avons retenu 5 exploitations, donc parmi les 64 indiquées en bas du graphique. Donc 5 exploitations parmi 64 qui avaient présenté simultanément durant la période des niveaux supérieurs au seuil de staph et de coliforme, ainsi que la présence de Listeria monocytogenes. Et pour terminer, concernant le critère salmonelle, donc 15 exploitations ont été concernées par la présence de salmonelle sur la période étudiée, ce qui représentait 0,13% des lots de fromage en blanc analysés. Et donc ont été retenues dans l'étude 2 exploitations parmi les 5 indiquées au centre du schéma qui avaient connu au cours de la période à la fois un dépassement des seuils de coliforme et de staphylocoque, une présence de Listeria et une présence de salmonelle. Donc au final, 2 classes de 7 exploitations chacune ont été retenues pour l'étude. Alors les résultats obtenus indique que pour la recherche des pathogènes, suite à la recherche des pathogènes dans les différents environnements, donc Listeria monocytogenes a été détecté dans les prélèvements uniquement issus de la classe B, des fermes de la classe B. Les staphylocoques à coagulase positive présentaient des niveaux supérieurs dans les échantillons issus des fermes de la classe B par rapport à celles de la classe A. Salmonella, au final, n'a été détectée dans aucune exploitation. Et concernant les Escherichia coli producteurs de chigatoxine, leur présence a été mise en évidence ponctuellement dans 4 exploitations de la classe B et 3 exploitations de la classe A. Donc, ces résultats nous confirment la robustesse de la classification initialement faite des 14 exploitations, et confirme également le rôle clé des aires de couchage en tant que réservoir de Listeria monocytogenes et de Escherichia coli producteurs de chigatoxine. Ces résultats sont en accord avec la bibliographie par rapport au rôle clé des aires de couchage et également par rapport au fait que les déterminants de la prévalence des Escherichia coli semblent différents des déterminants de la prévalence de Listeria. Alors, pour mettre en relation ces données de prévalence des pathogènes dans les différents environnements de la ferme avec la composition des écosystèmes microbiens qui environnent les pathogènes, nous avons caractérisé les profils de diversité bactérienne dans les différents environnements de la ferme en hiver. Donc, les différents échantillons étudiés sont présentés de gauche à droite sur ce graphique et ordonnés en fonction de l'environnement d'origine. Et les différentes couleurs représentent une famille de bactéries. Donc, il ressort de ce graphique déjà la très grande diversité de familles bactériennes présentes dans ces différents environnements, avec des spécificités de chacun de ces types d'environnements de ferme, mais également le fait qu'une même famille de bactéries
et voire une même espèce de bactérie peut être présente dans différents environnements de la ferme. Également, nous avons mis en évidence un effet majeur de la saison sur la composition de ces microbiotes des environnements de ferme, qui est donc un cofacteur important à prendre en compte quand nous cherchons à identifier les facteurs microbiens qui seraient à mettre en relation avec les classes sanitaires. Donc, je vous propose ici une autre illustration du fait que certains micro-organismes peuvent être présents à la fois dans différents environnements de la ferme. Donc, ici, c'est une autre manière d'illustrer le fait que l'intensité des transferts potentiels de micro-organismes entre les différents environnements est liée à ces micro-organismes. Et par exemple, donc, ici, en haut à droite, ce nuage de points correspond aux espèces de bactéries qui sont présentes à la fois donc, dans le lait, par ce lien ici, et dans le filtre à lait, par ce lien ici. On va retrouver le même type de résultat pour des espèces présentes à la fois dans les litières et dans les fesses. Somme toute relativement logique. Et au centre du schéma, dans ce nuage ici, sont présentes des espèces qui sont présentes à la fois dans au moins 3 des différents environnements étudiés. Alors, on peut superposer à ce schéma également les résultats obtenus pour la détection des pathogènes par les approches de culture. Donc, Listeria monocytogenes a été détectée dans les litières, également dans les filtres à lait et également au niveau des trayons, et ceci uniquement dans les exploitations de la classe B. Les steaks ont été détectés dans les litières ainsi que dans les fesses et dans les 2 types de classes sanitaires. Et les staphylocoques à coagulase positive présentaient des niveaux supérieurs dans les laits des fermes issues de la classe B. Nous avons également regardé si ces différences de prévalence des pathogènes étaient associées à des différences de la composition des écosystèmes microbiens de ces différents environnements en fonction des 2 classes sanitaires, A et B. Et donc c'est le cas pour les trayons, les litières et l'air, où nous avons observé des compositions microbiennes différentes en fonction des 2 classes sanitaires A et B, à la fois pour les bactéries et pour les fongiques. Dans les fongiques, j'entends les levures et les moisissures. Et pour terminer, dans les environnements tels que le lait, les fesses et le filtre à lait, nous avons également observé des différences de la composition de ces environnements en fonction des 2 classes sanitaires, mais uniquement pour les micro-organismes fongiques. Donc évidemment, on s'est interrogé aussi sur les facteurs liés aux pratiques d'élevage qui pourraient être associés à ces différences de prévalence de pathogènes et de composition des écosystèmes microbiens. Et donc Bruno va vous présenter la suite des résultats. Bien, donc moi je vais essayer de répondre à la question. Finalement, qu'est-ce qui, au niveau des pratiques des éleveurs, différencie ces 2 groupes d'exploitation qui, on le voit, sont assez distincts en termes de résultats sur les germes pathogènes et également sur les différents écosystèmes microbiens. Alors, donc déjà, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des différences fortes entre ces exploitations A et B sur la structure et sur les pratiques? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la structure des exploitations A et B est relativement similaire, que ce soit en termes de production totale, que ce soit en termes de surface ou d'importance du cheptel laitier. On n'a pas observé non plus de différence nette sur les types d'installations, type de bâtiments, type d'étable, type de litière ou pratique de traite à l'extérieur ou installation de traite. Donc là, il n'y a pas de déterminant à ce niveau-là. Par contre, un des facteurs qui est peut-être majeur
pour expliquer les différences qu'on a observées, c'est la charge de travail. Donc globalement, on a une charge de travail qui est plus élevée dans les exploitations du groupe B. Donc j'ai ressorti un indicateur qui, somme toute, est un peu grossier, mais qui représente le nombre de vaches, enfin le nombre d'UGB que chaque personne de la ferme a à gérer. Donc globalement, on voit vraiment une importance qui est là, une différence qui est vraiment très importante. Alors, on s'est également intéressé aux pratiques d'hygiène au niveau de la traite et aux conditions de logement des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on observe là? On voit assez clairement que finalement, ces exploitations du groupe B qui ont eu des problèmes récurrents avec des pathogènes, ils ont suivi les recommandations qui leur ont été faites et ils ont intensifié l'hygiène au moment de la traite, que ce soit au niveau de la préparation des trayons, une utilisation beaucoup plus importante et fréquente de produits désinfectants, que ce soit avant, après la traite, du nombre de désinfections qui est faite, et on arrive à des pratiques qui sont vraiment assez extrêmes dans ce cas-là, et qu'on a qualifié d'hygiène de traite particulièrement intensive, avec plusieurs produits désinfectants qui sont utilisés avant, après la traite, et encore des trempages par la suite. Donc on avait construit une note d'hygiène globale de traite qui est significativement différente selon les deux groupes. Alors, ces deux groupes d'exploitation, ils se distinguent également par une note sur les bâtiments. Donc, cette note sur les bâtiments, elle a été construite en fonction de l'aspect de la litière, du chargement des bâtiments et de l'état de propreté des animaux. Donc, plus elle est basse, plus les conditions de logement des animaux sont meilleures. Enfin, meilleures sont les conditions de logement des animaux. Donc là, on voit que dans les exploitations du groupe B, il y a des conditions de logement qui sont moins favorables et qui sont associées à des taux cellulaires dans le lait qui sont plus importants. Alors, on s'est également intéressé au fonctionnement du système fourrager et aux modalités d'alimentation des troupeaux. Alors, comme précédemment, on ne voit pas d'importance vraiment marquée sur les surfaces et le type de fourrage qui sont utilisés. Les fourrages fermentés représentent une très très faible part des fourrages qui sont récoltés sur la ferme, équivalente dans les deux groupes. Le chargement est légèrement plus élevé dans les exploitations du groupe B, mais on n'a pas de différence particulièrement marquée. Par contre, un autre élément très structurant, qui nous a semblé particulièrement structurant, c'est la gestion du système fourrager, et qui a des répercussions sur l'alimentation du troupeau. Dans les exploitations du groupe B, on a au pâturage des surfaces qui sont un petit peu moins importantes, et surtout, on a une constitution de stock fourrager qui est beaucoup plus faible. Donc 206 jours dans l'exploitation du groupe A contre 151 seulement dans les exploitations du groupe B. Alors ce manque de stock pour passer l'hiver, il est compensé en grande partie par de l'achat, d'une part de fourrage, mais également de concentré. Donc on nourrit les animaux avec des quantités plus importantes de concentré. Vous voyez, 245 versus 344 grammes de concentré par kilo de lait. Et donc c'est une différence qui est significative et qui est associée également à un niveau de production laitière qui pourtant est plus faible. Donc ça traduit un manque une mauvaise maîtrise finalement de l'alimentation des animaux. Et un des indicateurs qui ressort, c'est le pourcentage en hiver de vaches qui souffrent d'acidose. Donc l'acidose, c'est une pathologie classique en élevage laitier qui est associée à des fortes proportions d'aliments concentrés dans la ration. Donc ces aspects-là liés au système fourrager et à l'alimentation des animaux semblent corrélés à ces apparitions de problèmes sanitaires. Alors on a eu également une approche plus sociologique et on a analysé les discours globalement des éleveurs des classes A et B. Et lors d'une réunion du comité de pilotage du projet, on a essayé de qualifier un petit peu l'état d'esprit des éleveurs de ces deux groupes. Alors vous voyez, serein, un qui était inquiet quand même dans les exploitations du groupe A,
contre des qualificatifs comme détaché, inquiet, débordé et même désespéré. Donc là, je voulais un peu souligner aussi la détresse de certains éleveurs qui sont soumis à ces situations vraiment de problèmes de pathogènes dans leur lait, dans leurs environnements, et l'état dans lequel ça les met, quoi, hein. Alors, pour aller un petit peu plus loin, sur l'analyse des discours, on a identifié plusieurs classes, hein, quelque part, donc, qui vont globalement de la stabilité à l'effondrement. Alors, quand on analyse les discours, on se rend compte que la majorité des exploitations du groupe A identifient dans leur discours des liens qui sont très denses entre les différents éléments de leur système, au sein du système et également avec l'environnement des fermes. Ce sont des producteurs qui ont une vision globale et qui ne délèguent pas les décisions, qui ont vraiment leur système de production complètement en main, et qui parlent vraiment très, très spontanément, qui a une forte conscience de l'environnement microbien à différentes échelles de la ferme. À l'opposé, on a une situation qu'on a qualifiée d'effondrement, où là, ces liens entre les différents éléments du système, ils ne ressortent pas du tout du discours des éleveurs, et on a une perte de repères qui est très très importante dans ces fermes-là, et qui se traduit par finalement une délégation aux différents intervenants dans la ferme, que ce soit différents techniciens, les commerciaux qui passent, etc. Hein, on a eu l'impression d'avoir affaire à des gens qui se disent « bon, ben, apparemment, je ne fais pas bien, mais si je ne fais pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment vous feriez ?» Et ils délèguent ces décisions sans avoir une réflexion un petit peu d'ensemble. Et également, un autre point qui était assez saillant, hein, c'était un discours au niveau des micro-organismes qui était uniquement centré sur les pathogènes. Voilà. Alors, évidemment, ce sont deux situations qui sont un petit peu caricaturales. Il y a des situations intermédiaires sur bon nombre d'éleveurs, malgré tout. Bien, alors, quelques éléments qu'on considère qu'il est important de retenir de cette étude. Alors, bon, c'est une étude qui a porté sur un faible nombre d'éleveurs, mais qui apporte quand même des pistes qui sont assez importantes. Alors, tout d'abord, un constat. Hein, c'est qu'on a validé la présence de pathogènes dans les exploitations de la classe B, malgré une hygiène de traite intensive. Hein. Donc, je répète, ce sont des gens qui ont suivi a priori les recommandations, mais ça n'a pas réglé visiblement le problème. Alors après, les choses qui ressortent, elles sont plutôt le reflet d'une cohérence globale vraiment du système d'exploitation, avec des éléments qui relèvent du bon sens de façon globale. Donc avoir une main-d'œuvre suffisante par rapport à la charge de travail, hein, ça permet d'observer, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Une cohérence globale du système fourrager par rapport aux besoins du troupeau et par rapport à l'importance du troupeau. Hein, il semblerait que c'est dans les systèmes fourragers un petit peu chargés, où on est limite au niveau des stocks, on contourne ces problèmes-là en achetant des concentrés, et ça se traduit par une alimentation des animaux par rapport à la production laitière qui est moins bien maîtrisée. Alors, une gestion globale de la ferme, on l'a vu, qui modifie aussi les équilibres microbiens dans les différents environnements de la ferme. Donc, des différences entre les classes sanitaires donc, qui paraissaient plus marquées en hiver et qui étaient particulièrement marquées, notamment pour les communautés fongiques. Pour l'instant, on a du mal à aller au-delà, mais il y a quand même une différence d'équilibre microbien dans ces deux groupes de fermes, et des flux intenses et multidirectionnels des micro-organismes entre les différents environnements de la ferme et également avec le lait. Alors on confirme que les trayons sont un carrefour de transfert microbien vers le lait sous l'influence de la traite et des conditions de traite. Donc là, voilà, on confirme ça. On met en évidence que la litière, c'est peut-être un marqueur qui peut être particulièrement important
pour les risques sanitaires, puisqu'on retrouve des pathogènes dans ces litières-là. Et également l'air ambiant qui a été analysé dans la salle de traite, qui semble refléter, au moins en partie, les écosystèmes microbiens de la ferme, également associés aux pratiques. Alors, quels enseignements on peut tirer de cette étude-là pour le futur, hein? Bon, déjà, le premier point, c'est que la maîtrise de l'hygiène de la traite, donc, qui est couramment préconisée à bon escient, hein, n'est pas le seul levier dont on dispose pour maîtriser cette qualité microbiologique. Hein. Cette qualité microbiologique, dans cette étude-là, elle est aussi liée à des éléments vraiment de pratique, de cohérence globale du système d'élevage qui remontent déjà à la gestion. Quelle gestion des pratiques, quelle gestion des surfaces on adopte. Et puis, un autre élément de nature un petit peu différente, c'est la pertinence finalement de cette approche globale, hein, holistique et transdisciplinaire à l'échelle de la ferme pour aller vers les déterminants de ces écosystèmes microbiens. Voilà, et comme enseignement, nous, ce qu'on dit, c'est que la maîtrise de la qualité microbiologique, elle se construit dès la production du fourrage, certainement en amont. Là, on ne s'était pas intéressé au sol, mais certainement qu'elle se construit déjà dès le fonctionnement du sol, et que ce sont des éléments qui semblent importants à prendre en compte pour la gestion de la qualité microbiologique des crues. Je vous remercie pour votre attention.